Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. La première fois qu'on s'est rencontrés, Anatole, c'était au PrestaShop Day. Je t'avais proposé avec Grégory Perrin d'Okara, je ne sais pas si tu te souviens, de venir auditer des sites e-commerce en live. Oui, c'était un super moment. Pour moi en tout cas, je venais juste d'arriver un peu dans l'écosystème PrestaShop, j'avais été hyper bien accueillie par Greg et toi. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de te retrouver pour ce nouvel épisode du Studio Podcast au Business Camp. On va parler aujourd'hui avec toi de tes 2 casquettes, Macoq, Reversia, mais surtout un sujet qui te distingue, qui est pour moi l'international. C'est un sujet qui parle à beaucoup de e-commerçants qui sont présents aujourd'hui et donc je trouvais ça intéressant d'en faire un épisode. Parfait. Anatole, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. Ce que je te propose, si ça te va, c'est de te présenter, mais pas de la manière la plus simple, parce que j'aime bien piéger un peu mes invités. Si ça te va, Anatole, je vais te demander de nous présenter le Anatole Rozan de 9h à 18h la semaine. Le Anatole Rozan après 18h, soirée week-end. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes passions? Et que tu me décrives ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit. Parfait. À toi. Alors, donc Anatole Rozan, moi, ma journée type, elle est assez classique, mais en fait, j'ai la chance de faire un métier passion que j'ai toujours voulu faire. Donc, je travaille de 9h à 18h, mais en fait, le week-end, c'est un peu pareil. Je me tiens informé du e-commerce, voilà. Donc, j'ai créé Macoq en 2012, quand j'étais au lycée. J'ai fini par embaucher mes parents, toute la famille. Aujourd'hui, c'est une PME familiale, une start-up familiale. Enfin, c'est assez marrant. Donc la journée, je travaille sur Macoq, un peu sur Reversia quand même aussi, il faut bien. Et le week-end, sport, classique sport, jouer des potes. Et surtout, je me renseigne beaucoup sur la tech parce que je suis un fan de tech en général, que ce soit e-commerce ou la VR en ce moment, beaucoup l'IA forcément. Voilà, donc c'est assez... Bon, super. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Entrepreneur déjà? Moi, je voulais créer l'iPhone. En fait, j'aurais bien aimé être Steve Jobs. Donc j'ai pas réussi. Belle ambition. Voilà. Et non, j'ai beaucoup, quand j'étais jeune, j'étais passionné par tout ce qui était le monde de l'informatique, mais surtout Apple, la marque Apple, Steve Jobs. Je regardais toutes les keynotes, j'en manquais pas une. Enfin vraiment, j'étais passionné par l'iPhone et j'aurais bien aimé travailler chez Apple, je pense. Et j'aimerais bien encore même travailler dans un Apple Store. J'adore l'iPhone, j'adore la manière dont c'est conçu, penser, et ça m'a permis aujourd'hui d'apprendre plein d'autres métiers qui sont l'UX, l'UI, et donc après j'ai fini par prendre ma passerelle e-commerce, mais tout vient d'Apple en fait. Donc, voilà. Okay. Et donc tu as créé des coques, d'abord pour iPhone. En fait, je m'amusais à faire des sites sur une appli obscure qui est sortie à l'époque qui s'appelait iWeb. Okay. Qui n'était pas du tout connu. C'était un drag and drop, un site à faire en drag and drop, un peu comme des Wix ou autres. Et pareil, je suis tombé amoureux de ce logiciel, j'ai fait mes premiers sites et après je me suis dit mais merde, j'adore l'iPhone, faisons des coques. J'ai aussi un blog sur l'actualité de l'iPhone qu'on a lancé avec mon frère qui s'appelait Atiphone, A comme Anatole, T comme Théophile et iPhone. Donc on était
super, ouais, très, très geekos dans notre chambre. Et en fait, avec ce blog, on a fait des partenariats avec des sites qui faisaient des coques. On s'est dit, pourquoi pas les faire nous-mêmes. Donc moi, au niveau technique, j'avais un challenge, c'était de faire une boutique. Je savais que les coques, ça pouvait marcher à l'époque, donc je l'ai créé. Que là, vraiment en caleçon, il faut m'imaginer en caleçon dans ma chambre avec mon frère derrière. Et on a lancé ça, et au bout de 3 mois, on faisait déjà pas mal de chiffre d'affaires, et puis l'aventure a démarré, quoi. Donc là, on est en 2012. Ouais, 2012, quand je 2012. suis en première. Ok. Moi, on m'a raconté une anecdote assez marrante sur tes premiers collaborateurs, Et qui oui, sont tes parents. qui sont mes parents, exactement. Par la force des choses, on a fini par travailler ensemble. En fait, j'étais mineur, donc je pouvais pas créer d'entreprise. Donc j'avais un compte PayPal où les ventes rentraient, mais je déclarais rien. Et puis finalement, mes parents sont intéressés à l'aventure. Ils étaient aussi un petit peu. Enfin, ma mère avait une boîte de bijoux. Mon père, lui, s'est retrouvé au chômage. Donc en fait, tout ça s'est bien imbriqué. Puis j'ai utilisé en fait la boîte de ma mère pour officiellement avoir mes premières ventes qui rentraient de manière, officielle, quoi, pour que ça soit bien déclaré. Et puis l'année d'après, quand j'ai été majeur, j'ai monté la boîte avec mon père. On s'est associés tous les deux, et on a lancé l'aventure comme ça. Et ils travaillent toujours avec toi aujourd'hui. Il travaille toujours avec moi aujourd'hui, Génial. après 12 ou 13 ans. 13 ans. Si tu devais résumer l'ADN de Macoq aujourd'hui, est-ce que c'est toujours des valeurs très familiales, avec un management très paternaliste, ou est-ce que ça a évolué ? On n'a pas vraiment, c'est pas très paternaliste, c'est effectivement très familial, très PME en fait, parce que mine de rien, c'est pas un métier très sexy. On expédie des coques de téléphone. On a que des profils qui sont plutôt sur la partie logistique et service client, et après il y a moi qui fais toute la partie acquise, web en général, et mon père qui fait toute la partie RH, gestion au quotidien, voilà. Donc on est une PME, on est une boîte familiale. J'ai mon oncle qui rédige les fiches produits au Canada. Ok. On a des cousins et cousines qui passent tous les ans pour faire leur stage, etc. Non, franchement, c'est ça qui est sympa dans cette boîte, c'est le côté famille, Ok. qui est hyper important. Tu disais que c'est pas hyper sexy, mais bon, ça reste quand même, je trouve, un business qui est assez rentable. Pour moi, par contre, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Enfin, je veux dire, tu cherches une coque de téléphone aujourd'hui, j'imagine qu'être positionné numéro 1 sur Google sur le mot coque de téléphone, c'est pas facile. Ouais. Comment tu fais pour te différencier ? Justement, est-ce que tu as des hacks un peu qui font que tu arrives à bien ressortir sur Google ou autres réseaux sociaux ? Ouais, les premiers, au tout début de l'aventure, le hack c'était de faire un joli site, et j'étais guidé par Apple et l'UX et l'UI d'Apple, donc j'ai fait un truc hyper épuré, et ça a vachement, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence en 2012, les sites étaient quand même bien moches. Donc ça c'est hyper important encore aujourd'hui. Et là aujourd'hui, nous, c'est notre grosse différence, c'est sur le choix. On a 200 000 produits dispo sur la boutique, on en rentre à peu près 500 par semaine, et le prix. On essaie d'être 2 à 3 fois moins cher que les concurrents. Donc aujourd'hui, ça suffit pour se différencier. Et après, non, c'est plus, on a des hacks au niveau de... on essaie d'aller chercher des clients, par exemple sur YouTube, où on a moins de concurrents qui se positionnent. Donc on fait des vidéos YouTube, on fait des présentations des meilleurs coques pour tous les téléphones. Donc on va un peu chercher des canaux qui sont pas très connus. Il y a un canal qui est quand même connu, mais sous-évalué, qui est l'international. Et pour le coup, là, on a décidé d'y aller à fond. On a lancé D-Lang en 2022, et aujourd'hui, ça représente près 20 à 30% du chiffre d'affaires. Donc on va essayer de trouver le canal qui est moins exploité, ou là où il y a moins de concurrents en fait. Ok. Il y a quelque chose que tu ferais peut-être différemment si tu pouvais recommencer à tes débuts, ou tu es hyper fier hyper fier, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer dans les tout débuts de Macoq ? J'aurais bien aimé lancer les marketplaces plus tôt. Ouais. On l'a lancé cette année, et là pour le coup la concurrence est tellement féroce que on n'arrive pas à sortir du lot. Ok. Donc je vais essayer de trouver des hacks. Si t'en as, je suis très preneur. Mais ouais, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé faire avant. Mais bon, tant pis, hein.
Tant pis, mais tu es présent. Ouais. Je pense que tu auras l'occasion aujourd'hui d'en discuter avec pas mal de marchands Mm. qui peut-être ont les mêmes problématiques ou qui, eux, ont trouvé justement le hack pour pouvoir réussir à sortir du lot un peu sur les marketplaces. Si ça te va, on va parler Reversia. Ouais. Maintenant, en une phrase pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, une phrase, deux phrases, tu peux nous présenter ce que fait Reversia, donc qui est ta deuxième activité à côté de Macoq. Ouais. Donc Reversia, c'est une solution de traduction e-commerce. On commence par PrestaShop, mais on va s'ouvrir à Shopify et d'autres CMS. Et on va traduire les sites e-commerçants avec de l'IA de manière automatique. Ils ne gèrent que la partie que le français, en fait, comme d'habitude, comme ils font d'habitude. Et nous, on s'occupe de tout traduire et ça dans toutes les langues, de manière automatique. Et ils ont la possibilité de tout piloter sur un back-office. Voilà. Ok, donc on m'a dit en une phrase ou deux, mais du coup, j'ai plein de questions. Ouais. Comment ça fonctionne concrètement ? Est-ce que tu as des agents qui le font ? Est-ce que c'est de l'IA ? Comment est-ce que ça marche ? Ouais, mais déjà, c'est venu d'une volonté, enfin, c'est venu en fait du fait qu'avec Macoq, on a essayé plein de solutions pour aller à l'international, des modules et autres. Ça fonctionnait pas bien, surtout sur des marchands qui ont beaucoup de volume de produits. Et donc on a fait une propre solution pour Macoq et ça a tellement bien marché quand on a lancé 10 langues, on s'est dit mais c'est pas possible, il faut que les autres e-commerçants puissent en profiter. Et donc on a lancé Reversia. Et la grosse différence, c'est l'IA derrière. Donc nous on utilise Claude, mais on en teste tous les jours. On utilise des nouvelles IA pour faire de la veille et essayer de proposer la meilleure pour nos clients. Et vraiment c'est le côté charge mentale en moins où on fait tout est automatisé. Donc ça veut dire que tu gères le français et tu es sûr que tes fiches produits dans tous tes marchés, elles sont traduites. Et aussi tu es sûr que dès que tu as envie de faire un lancement de pays et tout, n'importe quoi, on t'accompagne, on suit ton développement. C'est pas anodin, c'est pas juste une solution que tu mets et qui va juste traduire ton site, parce que traduire, en fait, l'international, c'est pas déjà que traduire, même si c'est le premier pas. Donc nous, on a tout cet accompagnement dans ton e-commerce pour percer à l'international. Okay. Pas que la trad. Pas que la trad. Justement, l'international, c'est un peu le troisième sujet aujourd'hui dont je voulais qu'on parle, celui peut-être sur lequel on va s'arrêter le plus longtemps. Là, on est au Business Camp aujourd'hui. Tu es invité en tant que e-commerçant, mais aussi en tant qu'expert sur la partie internationale. Moi, j'aime bien poser les questions un peu à l'inverse de ce que font les gens. Donc, je vais te demander non pas comment on fait pour réussir, mais est-ce que c'est possible de foirer son internationalisation aujourd'hui ? J'imaginais, je connaissais déjà la réponse. Mais... Carrément. Le risque, c'est que tu mettes déjà des contenus français sur une autre langue. Parce que Google, tu vas lui envoyer des indicateurs, il va pas savoir si c'est une page en français, une page en anglais, allemand ou autre. Donc ça, c'est hyper important que toute la boutique soit parfaitement traduite, que tu n'aies pas des contenus en français. Donc ça, c'est le premier point. Donc, tu peux foirer ton international si tu te retrouves avec des contenus français sur tes langues. Le deuxième point, c'est les liens. Ça paraît anodin, mais en fait, si tu as des liens qui redirigent vers le français, pareil sur l'international, tu te retrouves à avoir un site qui commence à être crawlé en espagnol, puis après Google finit par crawler le site en français. Donc ça, c'est vraiment le deuxième moyen de foirer son international. Et après, le troisième, je pense que c'est de ne pas le préparer un minimum avant et de se lancer à corps perdu comme ça, sans réfléchir. Donc je pense que le plus important, avant de se lancer, c'est commencer à traduire, mais après de savoir avec qui on va bosser sur le paiement, donc Molly, avec qui on travaille pour la logistique et le service client, globalement. Service client, logistique, paiement. Donc tu actives ces 3 briques. Voilà, au moins que tu sois sûr que tu puisses un tout petit peu gérer sur ces 3 briques-là. Et après, tu commences à traduire et tu peux lancer direct, quoi. Sur le service client, justement, tu as des recommandations, tu vois j'imagine que tu as des personnes chez toi qui sont Customer Success Manager ou qui sont au service client. S'ils ne parlent pas la langue, comment on fait ? C'est tout le propre des ateliers que je vais donner aujourd'hui. Je prends mon bâton de pèlerin pour dire aux gens de se lancer, même si effectivement le SAV va pas les collaborateurs ne vont pas devenir natifs du jour au lendemain. Mais c'est surtout de se lancer, c'est le plus important. Donc, quand on a des problèmes, en fait, c'est plus important de se lancer que d'avoir des choses parfaites en SAV. Donc, parce que si tu veux un SAV au téléphone dans toutes les langues, tu ne te lanceras jamais à l'international. C'est clair. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Et sur le SAV, surtout, c'est désactiver le téléphone, tout simplement. On répond juste par chat
et par mail avec de l'IA, ça se fait très bien aujourd'hui et c'est tout. Nous, c'est ce qu'on fait chez Macoq, on est dans 10 pays et on répond aux Allemands, aux Espagnols, aux Italiens par mail. Et ok, bon, Ouais. c'est pas le service client le meilleur du monde, mais n'empêche qu'on est présent dans ces 10 pays, qu'on prend des positions, qu'on commence à être connu dans ces pays-là, qu'on est parfois premier sur des requêtes hyper concurrentielles. Donc ouais, il faut se lancer, quoi. Toi, tu dis, lancez-vous, attendez pas d'être parfait pour vous lancer, sinon vous allez jamais le faire. Ouais, et vos concurrents, ils vont vous bouffer. Ouais. Nous, on le voit, les concurrents de Coq, ils arrivent, on a beaucoup de Néerlandais qui arrivent sur le marché français, ils nous prennent plein de positions. Aujourd'hui, c'est indispensable de se lancer. Et donc, c'est sûr que ça fait peur, mais il faut y aller. Comment on fait quand on a un site Presta ou Shopify ou autre? Est-ce qu'ils ont créé différents sites par pays? Est-ce qu'on fait du multiboutique? C'est quoi, selon toi, la meilleure approche? Ça dépend les CMS. Sur du Presta, les tout, multiboutique, multilangue, tout. Honnêtement, c'est souvent la question qui revient, c'est est-ce qu'il faut faire multidomaine? Est-ce qu'il faut un domaine dédié? Ouais. Est-ce qu'il faut un .com/fr/en, un slug? Honnêtement, Google, tant que tu lui indiques la bonne langue, en fait, il y a des balises, ça s'appelle les balisages reflang. Tant que tu indiques à Google quelle langue est égale à quel site, aucun problème. Après, c'est sûr que si tu as une marque qui est très DNVB, qui a un vrai branding, je pense que c'est mieux d'avoir un nom de domaine dédié pour, par exemple, si tu fais des campagnes d'affichage dans le métro espagnol, c'est quand même plus sympa d'avoir ta marque.es plutôt que .com. Enfin, voilà. Bon. Et c'est un détail, quoi. Ok, mais donc pour toi, ça n'a pas d'importance majeure si tu es en .com/es ou si tu es en .es sur la partie SEO, référencement, visibilité. Bien sûr. Et puis Google, il est intelligent, il va comprendre que si tu lui indiques tes définitions de langue, ouais. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, justement, quand on se lance à l'international? Je pense qu'il faut faire un tout petit peu gaffe à tout ce qui est légal. Parce que se lancer à l'international, ça veut dire aussi après payer les TVA dans chaque pays, etc. Bon, pareil, ça, moi je pense qu'il faut quand même se lancer et gérer la paperasse après. Mais ça, ouais, il faut quand même faire un peu gaffe. Okay. C'est important si on reçoit des courriers, de ce genre de choses, de bien payer les bonnes taxes dans les bons pays. Bien sûr. S'assurer que le site est bien traduit. Donc ouais, il faut faire attention, mais ça se fait, hein. Je pense qu'aujourd'hui, un nouvel e-commerce devrait déjà de facto être présent, être traduit dans 10 langues en fait, dans toute l'Europe, surtout dans la période actuelle. C'est clair, c'est important. Tu as un exemple justement de site qui répond selon toi à tous les critères qu'on peut donner comme exemple? Macoq? Ce serait peut-être mégalo, mais hyper mégalo. Mais bon, ouais, ça fonctionne. Exemple. Non, mais on a un client qui s'appelle Aérographe Discount. Ouais. Et eux, quand on s'est tapé dans la main avec Reversia et ils sont venus chez nous, je crois qu'ils étaient que en français et en anglais. Et là, ils ont ouvert 13 langues. Wow. Et ils en ouvrent tous les 2-3 mois. Donc, ouais, ça, tu vois, je pense que c'est un exemple. Et pour eux, ils savent très bien expédier, comme beaucoup d'e-commerce. Ils savent expédier en Suède, au Danemark, en Europe de l'Est, en Espagne, en Italie. Ils savent, ça c'est pas compliqué. Toutes les solutions logistiques le proposent. Donc en fait, c'est juste une langue en plus et ça change rien pour eux. Donc ouais. Donc allez voir le site aérographediscount.fr ou .com/fr. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ah oui, s'ils ont traduit leur nom de leur marque. Ils ont traduit leur nom de marque, ouais. C'est un truc aussi à faire. Si ta marque est française, c'est quand même pas mal. Ok. Ouais. Toi, tu as un pays là qui te fait de l'œil, sur lequel peut-être tu vas investir dans les prochains mois? Ouais, il y en a un, c'est la Slovénie. Ok. Ça paraît un peu exotique. En fait, il y a un petit hack, c'est d'aller dans les pays où il n'y a pas Amazon. Ok. Donc, le premier pays, c'est le Portugal. Aujourd'hui, ils ont Amazon, mais c'est le Amazon.es. Donc, Amazon a décidé, je ne sais pas pourquoi, de ne pas cibler le marché portugais. Donc là, il y a des concurrents en moins et il y a un vrai marché à aller chercher. Quand je te parlais tout à l'heure des canaux où on va essayer de s'infiltrer, c'est exactement ce canal-là, c'est d'aller dans le Portugal parce qu'il y a moins de concurrents. Donc bon, ça on l'a déjà fait, mais il y a la Slovénie où pareil, Amazon n'est pas présent et c'est un pays qui achète de plus en plus en ligne. J'aurais pas les stats en tête, mais qui achète de plus en plus en ligne. On a beaucoup de commandes naturelles qui viennent de la Slovénie
Et ouais, ça me ferait bien marrer. Allez, écoute, on en reparle l'année prochaine et on verra si Macoq existe en Slovénie. Je ne sais pas si ce ne sera pas un macoq.s. Nous, c'est Dili. On a Dili pour les versions internationales. Okay. Ok, épisode hyper intéressant. Je pense que tout le monde sera hyper content d'avoir eu tous ces petits hacks. Avant de te laisser partir, je vais te poser la question que je pose à tout le monde, qui n'est pas vraiment une question. Est-ce que tu peux me faire une petite dédicace à un e-commerçant qui est présent ici, qui bien sûr écoutera cet épisode et qui sera très content d'être cité aujourd'hui? Ouais, carrément. Ma dédicace ira pour Emmanuel de Vet Sécurité, qui, pareil, on a commencé à travailler ensemble depuis quelques temps et je trouve ça, c'est aussi une fierté de travailler avec lui parce que c'est une belle boîte française et qui aujourd'hui, on a lancé 4 langues ensemble et c'est un plaisir de travailler avec lui. Donc j'aimerais bien qu'il t'en parle d'ailleurs pour voir ce qu'il en pense. Mais ouais, Emmanuel à fond. Je vais l'interviewer. Ok, cool. Merci Anatole d'avoir pris le temps de me répondre et de nous donner tous tes conseils. Ouais, c'était un plaisir. Merci Juliette. Merci. Ciao. Ciao.